Salut Anthony, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Anthony, tu es responsable syndical au ministère du Travail. On se souvient que tu avais été suspendu pendant le confinement de ton poste d'inspecteur du travail et que tu avais perdu le droit d'inspecter pour avoir réclamé qu'une société d'aide à domicile fournisse des masques à ses salariés. Tu as été réintégré. Mais si on t'a invité, c'est parce que tu as lancé avec d'autres une pétition exigeant le retrait de la candidature à la direction de l'Organisation internationale du travail, élection qui doit avoir lieu en mars, de Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail de Macron au début du quinquennat. Qu'est-ce qui ne vous va pas avec cette candidature? Je pense que, pour commencer par la fin, elle incarne en fait une vraie violence qui a été conduite pendant 3 ans au sein du ministère du Travail et qu'a aussi incarné Madame Pénicaud dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Vraiment, on pourra revenir, si tu le veux, sur des exemples concrets, mais les 3 années de Madame Pénicaud au ministère du Travail ont été marquées par des reculs supplémentaires pour les droits des salariés et en interne par une vague autoritaire à l'intérieur du ministère du Travail. Alors évidemment, ce qui a le plus caractérisé tout cela, c'est en fait le positionnement du ministère du Travail durant la première vague de Covid et sur lequel on peut dire vraiment de façon précise différents éléments argumentés qui viennent montrer ce qu'a été la mandature de Mme Pénicaud à la tête du ministère. Dans la tribune et dans la pétition, vous parlez notamment d'entrave à l'indépendance des inspecteurs et des inspectrices du travail. En quoi c'est particulièrement grave? Comment on caractérise en fait comment sont caractérisées ces entraves et pourquoi est-ce que le rôle des inspecteurs du travail il est si important? Oui, tu as complètement raison. Dans la tribune, on dit que Mme Pénicaud a été le bras armé d'un pouvoir autoritaire qui a entravé les collègues inspectrices et inspecteurs. Il faut savoir que l'inspection du travail, elle est protégée par une convention internationale, justement de l'Organisation internationale du travail, la Convention 81, qui protège les inspecteurs parce que justement, ils ont des prérogatives extrêmement fortes. Hein. Un inspecteur du travail peut entrer de jour comme de nuit dans tout établissement assujetti au contrôle. Il peut conduire des enquêtes hors la présence de l'employeur. Il dispose d'une liberté et d'une opportunité des suites qu'il donne au dossier qu'il instruit. Donc, il est doté de prérogatives garanties par le droit international. Et malheureusement, durant la première vague de Covid, c'est l'ensemble de ces droits-là qui ont été remis en cause. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de doctrine, entre guillemets, du ministère du Travail sur comment intervenir avant le mois de décembre 2020. Durant toute la première phase de Covid, le ministère s'est placé derrière les autorités sanitaires, c'était le mot d'ordre, les autorités sanitaires, et tout ça au prix d'entraves au fonctionnement de l'inspection du travail. Alors, c'est même pas moi qui le dis, parce que voilà, moi je suis un responsable syndical de l'inspection du travail, mais je peux te citer, si tu veux, un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 28 avril 2020, donc qui est vraiment au tout début de Covid et qui dit: la Commission nationale s'inquiète de la réorganisation de l'activité de l'inspection du travail par la Direction générale du travail, qui pourrait conduire à l'affaiblissement de sa fonction fondamentale de protection des travailleurs au moment où la situation de crise sanitaire devrait au contraire conduire à la renforcer. Et c'est bien ça qu'on a vu durant toute la première vague de Covid, c'est-à-dire un effacement voulu par le ministère du Travail de l'inspection du travail. Autre exemple, la Confédération européenne des syndicats, 45 millions de membres en Europe, 89 organisations syndicales, 39 pays, qui a écrit à Madame Pénicaud, ministre du Travail, le 6 mai 2020 et qui lui dit: nous exigeons, je cite, le respect de l'indépendance de l'inspection du travail garantie par le droit international et condamnant toute sanction des inspecteurs qui tentent d'imposer les mesures prévues par le Code et tout obstacle aux moyens de pression de la part du ministère du Travail pour les travaux d'inspection. C'est édifiant. Le principal confédération européenne des syndicats qui s'exprime le 6 mai
vis-à-vis de la politique suivie. Et ça continue. Au mois de mai, il y a une lettre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui dit clairement, je la cite aussi, la CNCDH s'inquiète des consignes données à l'inspection du travail dans ce contexte de crise sanitaire et de risques élevés. Au lieu de renforcer les contrôles pour vérifier que les mesures de protection des salariés sont bien appliquées, la Direction générale du travail décide désormais de l'opportunité de contrôler telle ou telle entreprise, contrairement à ce qui est prévu par la Convention 81 de l'Organisation internationale du travail. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont dit les représentants des travailleurs lors de la toute récente conférence internationale du travail à l'Organisation internationale du travail en juin 2021, où les représentants des travailleurs se sont exprimés en déplorant, je les cite aussi, que certains États membres soient allés jusqu'à introduire un moratoire sur les inspections pendant la pandémie. Cela équivaut à donner un chèque en blanc aux employeurs qui ne respectent pas les règles et à désavantager ceux qui font tout pour en assurer la bonne application. C'est évidemment inacceptable et contraire à la Convention 80 sur l'inspection du travail de 47. Tous ces exemples-là, qui sont des exemples d'autorité officielle, qui sont des exemples qui sont corroborés par en fait des notes, des circulaires, des instructions internes, on fait en sorte que durant la première phase de Covid, l'inspection du travail et les inspecteurs inspectrices du travail, au lieu de pouvoir diligenter les enquêtes et mettre en œuvre leurs prérogatives au profit, au bénéfice de la santé et de la sécurité des travailleurs qui étaient exposés à un risque majeur et à un risque mortel, eh bien, ont été entravés dans leur action. Alors, mais tu as l'air de sous-entendre que tu n'as pas été le seul à être sanctionné pour avoir essayé de faire correctement ton travail. Il y a eu d'autres sanctions pendant la pandémie Covid à Alors, l'égard c'est très d'inspecteurs du intéressant. travail et d'inspectrices du travail. C'est très intéressant ce que tu poses. Alors moi, j'ai été évidemment, j'ai été le plus sanctionné, c'est-à-dire celui où la chose a été la plus visible, tellement c'était énorme en fait, tenter d'empêcher de fournir des équipements de protection individuelle, dont des masques à des salariés d'une association d'aide à domicile qui en avaient besoin au quotidien pour conduire leur métier et le faire en sécurité pour elles-mêmes et en sécurité aussi pour les patients qu'elles avaient à lever, à coucher, à nourrir et dans plein d'actes de la vie du quotidien. Mais ce que tu dis est extrêmement intéressant parce que en fait, c'est l'ensemble du ministère qui a été entravé et l'ensemble des collègues qui a été entravé. D'ailleurs, 5 organisations syndicales du ministère, CGT Sud, SNUS et NTFO, ont déposé une plainte dès le mois d'avril 2020 auprès de l'Organisation internationale du travail au titre de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, en relevant et en constatant depuis le début de Covid, disent-ils, de graves infractions aux principes fondamentaux des conventions OIT, avec l'existence de pressions extérieures indues. Et pour être encore plus factuel, il y a en France un Conseil national de l'inspection du travail, qui est une instance consultative indépendante qui peut être saisie par des inspecteurs et des inspectrices du travail qui auraient à subir des actes d'autorité administrative qui viendraient les empêcher d'exercer leur métier. Eh bien, le Conseil national de l'inspection du travail a rendu plusieurs avis dans lesquels il a constaté, au cours de la première vague de Covid, des non-conformités de la part de membres de l'administration du travail qui n'ont pas respecté l'opportunité des suites des inspecteurs du travail, qui n'ont pas respecté le droit d'enquête de l'inspecteur du travail. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que on a suspendu durant toute une période de la première vague Covid, le droit du travail et que ça a été préjudiciable à la santé de millions de salariés qui étaient occupés. Et face à ça, celle qui était aux affaires, aux commandes, durant toute cette période, c'est Muriel Pénicaud. Alors imaginez aujourd'hui que Muriel Pénicaud soit directrice générale du Bureau international du travail, quand tu vois ce que je peux te citer factuellement d'éléments, c'est évidemment pour des millions de travailleurs, pour des dizaines de milliers de syndicalistes et des centaines d'organisations, quelque chose qui est au-delà du réel. Là, tu parles de la période Covid. Est-ce que tu dirais que, je ne dis pas que la période Covid est derrière nous, bien sûr, mais est-ce que tu dirais que le travail des inspecteurs et des inspectrices du travail, il a repris son cours normal, en gros, depuis la fin des confinements notamment?
Ça a été très compliqué, c'est très compliqué parce que tu as certainement vu les tentatives d'imposer un soft law, un droit mou, souple, qui est fait de recommandations, dont pourtant le Conseil d'État a considéré qu'elles n'avaient pas de valeur autre que des recommandations. Et ce qui est clair, c'est que dans toute la séquence Covid, il a manqué de protection, il a manqué de mesures de protection. Moi, j'en ai proposé une simple, hein, c'était ce que j'avais appelé un arrêt Covid, hein, le droit de pouvoir arrêter une activité lorsque des salariés sont exposés à un risque majeur. Or, le risque Covid a été reconnu comme un risque biologique majeur qui implique de prendre des mesures de protection. Et alors, en fait, par parallélisme, ça existe déjà dans le code du travail pour d'autres sujets. Par exemple, lorsqu'il y a un risque de chute de hauteur d'un salarié qui se trouve sur une toiture, lorsqu'il y a un risque d'ensevelissement, lorsqu'il y a un risque mécanique avec une machine, eh bien, on a la possibilité d'arrêter l'activité. Et en fait, on proposait de pouvoir arrêter l'activité des salariés qui étaient exposés à un risque majeur Covid, par exemple par absence d'équipement de protection individuel, par absence de prise de poste par roulement, etc. etc. Donc, différentes propositions. Malheureusement, ça n'a pas été repris. Peut-être qu'Emmanuel Macron, ce soir, dans son intervention, va reprendre cette proposition et proposer une mesure de protection de la santé des travailleurs. Je dis ça évidemment sous forme de boutade et pourtant, c'est extrêmement important. Une telle mesure aurait aidé et aidera peut-être encore dans le futur parce que des expositions à des risques biologiques que nous ne connaissons pas encore ou à d'autres formes de SARS est aussi une possibilité liée à plein d'autres raisons, changement climatique, etc., etc. Mais en tout cas, tout ça serait en fait des outils. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le patronat, d'une façon générale, considère que les dispositions du Code du travail sont des dispositions qui limitent l'activité économique, qui la contraignent, qui l'obligent, qui l'empêchent, alors qu'en fait, la majeure partie des dispositions du Code du travail, elles sont là pour rétablir une situation qui est très simple, qui est celle d'une inégalité structurelle dans la relation de travail. Lorsque je vais au travail 8 heures par jour, ça peut se passer très bien, mais si ça se passe mal, celui qui décide de me licencier, celui qui décide de me sanctionner, tout comme celui qui décide de m'embaucher, c'est l'employeur, c'est le patron, et que donc dans cette relation inégale, aliénante structurellement, eh bien, le Code du travail, il vient corriger un tant soit peu ces inégalités. Et on a besoin pour ça d'un corps de contrôle, l'inspection du travail, qui a été créé à travers les deux premières lois sociales dans ce pays à la fin du 19e sur le travail des enfants, le travail des femmes, simplement pour vérifier qu'on respectait la réglementation. Donc c'est tout ça qui est derrière cette idée. On a vu que en fait les idées libérales d'un code du travail trop lourd, trop épais, difficile, complexe, ben, en période de crise sanitaire, on aurait eu besoin d'un code du travail protecteur. Il n'est pas trop tard, on a encore besoin d'un code du travail protecteur, mais on est sûr et certain que si Muriel Pénicaud prend la tête de la direction générale du Bureau international du travail, eh bien, ce code protecteur, on l'attendra encore de longues années, alors même que l'OIT a été créé en 1919 autour d'une devise « Si tu veux la paix, cultive la justice sociale », et qu'on en est bien loin aujourd'hui, malheureusement. Mais justement, j'ai une dernière question, Anthony, qui aurait d'ailleurs pu être la première. Ça sert à quoi exactement l'OIT? Tout à l'heure, tu as dit, oui, on est plusieurs syndicats à avoir porté plainte auprès de l'OIT. On aurait aussi pu attendre, par exemple, que l'OIT réagisse au début de la pandémie et essaye de vérifier, je ne sais pas s'ils en ont les possibilités, mais de vérifier que le droit du travail est bien respecté, que les inspecteurs et les inspecteurs du travail, puisqu'on parlait de ça en l'espèce, puissent bien faire leur travail dans les entreprises. A priori, il ne l'a pas fait, l'OIT. Donc du coup, à quoi ça sert? À faire des rapports Alors, l'OIT, bon, c'est une énorme machine hein, de l'ONU? tripartite avec des représentants, voilà, sur le champ du travail, avec des représentants des États, des représentants des organisations patronales et des représentants des organisations salariales. C'est une énorme machine qui, comme toute machine, a ses limites, hein, qui sont pas contestables, qui réagit peut-être lentement, mais qui a, dans son histoire, produit des normes sociales, dont la Convention 80 qu'on parlait, qui protège en fait aujourd'hui les inspecteurs
inspecteurs du travail, et bien d'autres conventions. Une toute dernière qui malheureusement n'est toujours pas ratifiée par la France, qui est la Convention 190, qui prévoit des droits nouveaux, notamment en matière de discrimination et de harcèlement. Et donc, ces normes internationales ont vocation, s'appliquent dans les pays signataires. Donc, voilà un peu le travail normatif international de l'OIT. Et Il y a qui, juste excuse-moi, il y a qui à l'OIT? Enfin, ce sont là, tu as l'air c'est les États membres qui sont membres de alors, l'OIT ou il y a aussi des travailleurs c'est ça, c'est une organisation tripartite. Tu as les États membres qui composent l'OIT, tu as les organisations patronales qui composent l'OIT et tu as les organisations de travailleurs qui composent l'OIT. Le but étant d'arriver par la négociation et la discussion à produire du droit international, de la norme internationale à travers des conventions qui après vont s'impliquer de façon impérative dans les pays qui les adoptent. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne peu, mais pour ça il vaut mieux avoir à la tête de cette organisation quelqu'un qui porte des valeurs de progrès social et de justice sociale. Et c'est le cas actuellement? C'est pas assez compliqué. Non, mais est-ce que ça a déjà été le cas? Écoute, il faudrait. Moi, je pense qu'il y a quand même eu une période de normes qui ont été des normes sur des reconnaissances du droit syndical, sur la reconnaissance du dialogue, la reconnaissance de l'inspection, la reconnaissance. Voilà, il y a eu des normes qui ont produit des effets positifs. Après, c'est toujours pareil, c'est la distinction entre les droits réels et les droits formels. C'est-à-dire que si la prise de normes et de droits formels ne se traduisent pas dans les faits par des réglementations qui protègent réellement, et on peut reboucler en cela avec ce qu'on a vécu pendant Covid, et qui sont donc portées par les organisations de salariés, les organisations patronales et par un corps d'inspecteurs du travail qui les vérifie, eh bien évidemment, la tendance générale, c'est toujours la tendance à l'accumulation d'une plus-value et d'une richesse qui se fait sur le dos de ceux qui produisent, des producteurs, donc des travailleurs. Merci beaucoup, Anthony. On va suivre cette candidature. Je rappelle, l'élection doit avoir lieu en mars prochain. J'espère que la tribune et la pétition que je mettrai en lien en dessous de cette vidéo fera florès. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi et à Regard. À bientôt.